Peut-on être à la fois héros, tyran, stratège et écrivain? Peut-on conquérir un monde tout en écrivant son propre récit? Peut-on changer l'histoire et devenir un mythe vivant avant même de mourir? Jules César, c'est l'histoire d'un homme plus grand que son époque, un homme qui a vu les failles de la République et qui a décidé d'en prendre le contrôle. C'est l'histoire d'un génie militaire, d'un manipulateur politique et d'un écrivain subtil, capable de se mettre en scène tout en écrasant ses ennemis. Jules César a changé Rome, et Rome ne s'en est jamais remise. Général romain, orateur brillant, dictateur à vie, auteur du célèbre De Bello Gallico, César, c'est la figure centrale de la fin de la République romaine. Son nom est devenu synonyme de pouvoir absolu, repris des siècles plus tard par les tsars russes et les kaisers allemands. Mais derrière la légende, il y a un homme ambitieux, stratégique, parfois impitoyable, souvent lucide, et toujours en avance sur son temps. Pourquoi s'intéresser à lui, aujourd'hui? Parce que comprendre César, c'est comprendre la mécanique du pouvoir, la fragilité des institutions et l'ambition humaine dans ce qu'elle a de plus fascinant et de plus dangereux. C'est aussi découvrir comment un seul homme, avec une volonté de faire et un sens aigu de la mise en scène, a pu transformer une république vacillante en un empire éternel. Jules César naît au cœur d'un monde instable. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, et la République romaine est encore, en apparence, la plus grande puissance du monde occidental. Elle contrôle l'Italie, l'Hispanie, la Grèce, l'Afrique du Nord et une bonne partie du Proche-Orient. Mais derrière cette grandeur, le cœur de Rome est malade, corrompu, fracturé et en crise. Les institutions républicaines, vieilles de plusieurs siècles, ne tiennent plus que par des apparences. Les lois ne protègent plus, elles servent à affaiblir les adversaires politiques. Et pendant ce temps, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus nombreux, et les terres concentrées dans les mains d'une élite fermée. Sur le plan politique, la République est déchirée par deux camps ennemis. Les optimates, conservateurs, défenseurs du Sénat, et les populares, partisans du peuple, souvent plus radicaux. Les tribuns, les consuls, les sénateurs et les généraux se disputent le pouvoir sans relâche, parfois par la parole, souvent par la violence. Les assassinats politiques deviennent monnaie courante, les procès sont biaisés, et les légions, au lieu de servir Rome, obéissent désormais à des hommes, à des chefs qui achètent leur loyauté. C'est un temps où l'ambition individuelle prime sur l'intérêt collectif. Un temps où la République ressemble de plus en plus à une façade vide. Dans ce contexte, Rome reste pourtant la maîtresse de la Méditerranée. Ses routes, ses ports, ses armées en font le centre du monde antique. Mais cette domination s'accompagne d'une profonde désillusion. Les idéaux fondateurs s'effacent et laissent place à une société où la richesse, la gloire et la conquête personnelle deviennent les seules boussoles. L'individualisme triomphe et la vertu républicaine meurt à petit feu. C'est dans ce climat, de chaos masqué par la grandeur, que naît Caius Julius César, l'homme qui allait embrasser ce monde, le manipuler et finalement le renverser. Jules César naît en l'an 100 avant Jésus-Christ,
dans une famille ancienne, respectée et profondément romaine, la gens Julia. Une lignée noble, prestigieuse, qui prétend même descendre de la déesse Vénus, par le légendaire Énée, héros de la guerre de Troie. Mais à sa naissance, la gloire des Juliae est surtout symbolique. Sur le plan politique, la famille est affaiblie et reléguée à la périphérie du pouvoir. César vient donc au monde avec un nom glorieux, mais sans influence réelle, dans une république où les alliances comptent souvent plus que le sang. Très jeune, il est initié à la rhétorique, à l'art oratoire et aux subtilités du droit romain. Mais il ne s'arrête pas là. César apprend aussi l'art de la guerre, les traditions religieuses, les manœuvres politiques et surtout le langage du pouvoir. À l'école, il brille. Il montre très tôt un esprit affûté, une mémoire exceptionnelle et un charme redoutable. Il sait séduire, convaincre et surtout se faire remarquer. Sa volonté de se distinguer est évidente. Il n'est pas fait pour l'ombre, il veut la lumière. Mais dans la Rome de son enfance, la lumière coûte cher. Alors qu'il n'y a qu'une vingtaine d'années, le dictateur Sylla prend le pouvoir. Il purifie Rome par le sang et ordonne à César de répudier sa femme Cornelia, fille d'un ennemi politique. César refuse. Il dit non au maître absolu de Rome et préfère l'exil à la soumission. Un choix audacieux, dangereux, mais révélateur. Le goût du risque est déjà là, la fidélité au sien aussi, et surtout, la capacité à affronter un pouvoir plus fort que lui. Il revient plus tard à Rome en homme libre, décidé et prêt à gravir les échelons, pas à pas, mais toujours avec détermination. Dès ses premières années, on sent déjà l'étoffe d'un chef, d'un joueur d'échecs, capable d'attendre son heure, sans jamais perdre de vue son objectif. Tout bascule en 59 avant Jésus-Christ. Jules César est élu consul, la plus haute magistrature de la République romaine. Mais pour lui, ce n'est qu'un point de départ. Ce qu'il cherche, ce n'est pas le pouvoir temporaire, c'est l'influence durable, l'autorité sans partage. Alors, il manœuvre, il tisse des alliances, avec deux autres géants de son temps. Pompée, le général victorieux, et Crassus, l'homme le plus riche de Rome. Ensemble, ils forment le premier triumvirat, une alliance officieuse, mais efficace, redoutable et profonde. Peu après, César obtient le commandement militaire de la Gaule. Et là, tout change. L'homme politique devient conquérant. Et bientôt, le conquérant devient légende. Pendant près de 10 ans, César mène campagne en Gaule, sans relâche, sans pitié, avec une efficacité militaire impressionnante. Il affronte les Helvètes, puis les Belges, et enfin les Germains. À chaque bataille, il apprend, il s'adapte, et il gagne. La Gaule, immense et rebelle, devient romaine, et le nom de César devient celui d'un conquérant invincible. Mais cette conquête, aussi brillante soit-elle, n'est pas sans conséquences. Car pendant qu'il agrandit Rome, César se construit aussi des ennemis, puissants, influents, inquiétés par son ascension fulgurante. Le plus redoutable d'entre eux, c'est Pompée lui-même, l'ancien allié, devenu rival. Pompée reste à Rome et se rapproche du Sénat, de l'ordre établi, de ceux qui voient en César un homme trop ambitieux, trop populaire et surtout trop dangereux. L'ambition de César, jusqu'ici dissimulée derrière la légalité, entre en collision frontale
avec les institutions de la République. Le Sénat lui ordonne de déposer les armes. Il refuse. Et un jour de janvier, en 49 avant Jésus-Christ, il prend une décision qui changera l'histoire. Il traverse le Rubicon, la rivière qui marque la limite du territoire romain. En franchissant ce fleuve avec son armée, César déclare la guerre à Rome. C'est le point de non-retour. Il aurait pu être arrêté, il aurait pu être tué, mais au contraire, il va marcher sur Rome et prendre ce que le Sénat voulait lui refuser, le pouvoir total. Ce que Jules César accomplit en une seule vie, peu d'hommes dans l'histoire peuvent même l'imaginer. La guerre des Gaules, la traversée du Rubicon, la guerre civile contre Pompée, chacune de ces étapes est plus qu'un exploit militaire. C'est un acte politique, calculé, audacieux et parfaitement maîtrisé. En Gaule, il affronte des peuples farouches, des armées supérieures en nombre et un terrain difficile. Mais César transforme ces défis en victoires, grâce à sa ruse, à sa vitesse et son génie tactique. Il choisit ses batailles, il crée ses opportunités et il écrit ses triomphes, tout en rédigeant ses propres récits. Car oui, le général raconte lui-même la guerre, dans le De Bello Gallico, faisant de ses conquêtes une œuvre littéraire, et de lui-même un héros de papier, avant d'être statufié. Mais César n'est pas qu'un conquérant. Il veut transformer Rome, la refonder, l'épurer, la rendre plus forte, plus stable, plus juste, du moins selon sa vision. Il redistribue les terres aux vétérans, annule certaines dettes, accélère la construction d'infrastructures, et surtout, il réforme le calendrier romain en instaurant le calendrier julien, base du nôtre, aujourd'hui encore. César ne se contente pas de diriger, il reconstruit Rome à son image. Mais ces réformes ne plaisent pas à tout le monde. L'aristocratie le déteste. Elle voit en lui un homme qui donne trop au peuple et qui concentre trop de pouvoir. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat, mène des campagnes extrêmement risquées et fait face à la haine ouverte d'une partie du Sénat. Mais rien ne l'arrête. Il avance, malgré les embûches, malgré les complots, malgré l'hostilité croissante. Porté par une vision claire et implacable, être l'homme de l'ordre dans un monde chaotique. Réconcilier Rome avec elle-même, mais en échange, tout contrôler. César ne veut pas partager. Il veut refonder, stabiliser et régner. Jules César n'était pas seulement un homme d'action, c'était aussi un homme d'idées, un homme de vision, un homme de principe, très personnel. Sa vision du monde est simple, et pourtant radicalement différente de celle de ses contemporains. Il croit en l'ordre, en la stabilité, mais pas celle qui vient du Sénat ou des traditions figées. Non. L'ordre, selon César, c'est celui que crée un seul homme, guidé par le génie, porté par le destin. Il croit au pouvoir personnel, non pas comme une dérive, mais comme une solution. Dans un monde en désordre, mieux vaut un homme fort qu'un millefeuille de loi sans force. Il incarne donc la transition, celle de la République à l'Empire, celle du pouvoir collectif au pouvoir concentré, celle de l'idéal partagé à la volonté d'un seul. Mais ce n'est pas un rêveur. César est lucide, calculateur. Et il sait que le pouvoir passe aussi par les mots. Il écrit donc. Et ce qu'il écrit, ce n'est pas neutre. Son De Bello Gallico, présenté comme un récit de guerre, est aussi
et surtout, un chef-d'œuvre de propagande. Il y raconte ses campagnes, ses choix, ses victoires, mais toujours avec lui au centre du récit, héroïque, rationnel et inévitable. Il se met en scène, il se justifie, il se construit comme l'homme providentiel. Et c'est bien ce qui le rend unique dans l'histoire. Très peu de figures historiques rassemblent autant de qualités. La force militaire, la brillance intellectuelle et la maîtrise politique, dans une même personne. César ne subit pas l'histoire, il la lit, il l'anticipe et il la façonne. Il ne cherche pas seulement à survivre dans son époque, il veut la transformer, la plier à sa volonté et laisser une trace que rien n'effacera. Jules César a tout conquis, la Gaule, Rome, l'histoire et même le cœur du peuple. En 46 avant Jésus-Christ, il est nommé dictateur à vie, acclamé dans les rues, adoré par les soldats, idolâtré par les masses. Mais dans les couloirs du Sénat, la haine grandit, sourde, silencieuse, mortelle. Car César a beau être maître du monde, il est plus seul que jamais. Les sénateurs le craignent, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Un pouvoir trop centralisé, trop durable, trop populaire. Il refuse les symboles royaux, mais il en incarne tous les traits. Il n'a pas de couronne, mais il règne. Et Rome ne pardonne pas les rois. Alors vient le 15 mars, moins 44. César entre au Sénat, sans garde, confiant, comme toujours. Mais ce jour-là, il ne trouvera ni débat, ni discours, mais des poignards. Brutus, Cassius et plus de 60 sénateurs se jettent sur lui et le frappent à mort. Il s'écroule au pied de la statue de Pompée, son ancien allié devenu rival. Et selon la légende, il murmure, toi aussi, mon fils. Le choc est immense, stupeur dans Rome, incompréhension, silence glacé. Mais très vite, le vide de pouvoir se transforme en chaos. La République, loin d'être sauvée, plonge dans une nouvelle guerre civile. Et les assassins, qui pensaient libérer le peuple, n'ont fait que le précipiter dans l'abîme. La mort de César n'a pas sauvé Rome, elle a enterré la République et ouvert la voie à un nouvel empire. Un empire où le nom de César deviendra un titre, un modèle, un mythe. Jules César est mort, mais son nom, lui, ne mourra jamais. Son héritier désigné, Octave, devient Auguste, le premier empereur de Rome. Et à partir de là, la République ne reviendra plus jamais. Le Sénat existe encore, mais il ne décide plus. Les consuls restent en place, mais ils n'ont plus de pouvoir réel. César a ouvert une brèche, et ceux qui sont venus après lui s'y sont engouffrés. Il est le pont entre deux mondes, la République ancienne et l'Empire impérissable. Il n'aura été empereur que dans l'esprit, mais son influence sera impériale pour des siècles. Et son image, elle, devient une énigme historique, vénéré comme un dieu par le peuple, et même divinisé officiellement après sa mort, haï comme un tyran par ceux qui ont vu en lui la fin de la liberté et le début d'un règne sans partage, admiré comme un génie politique par les stratèges, les penseurs et les chefs d'État de toutes les époques. L'ambivalence fait partie de sa légende, et c'est ce qui la rend, encore aujourd'hui,
si fascinante. Car au fond, une question demeure. César était-il un dictateur ou un réformateur? Un homme ivre de pouvoir ou un visionnaire lucide? Un sauveur ou le fossoyeur de la République? La postérité, depuis 2000 ans, n'a jamais tranché. Et peut-être que, justement, l'essence de César est là, dans ce flou, ce vertige, ce miroir tendu à chaque époque, où chacun veut ce qu'il veut y voir. Quoi raconter la vie de Jules César aujourd'hui? Pourquoi se replonger dans une histoire vieille de plus de 2000 ans? Parce qu'elle pose une question simple, essentielle et toujours d'actualité. Jusqu'où peut-on aller pour changer le monde? César n'était pas un homme ordinaire. Il n'a pas attendu que l'histoire lui donne une place. Il l'a prise, il l'a forcée, il l'a redessinée. Et en cela, il fascine autant qu'il inquiète. La leçon qu'il nous laisse est claire et vertigineuse. Le pouvoir est une conquête fragile. Il exige de la vision, de l'audace et du courage. Mais il se paye d'un prix terrible. Un prix qui peut être la solitude, la trahison, ou même la mort. On retient de lui une phrase, brève, tranchante comme un glaive, Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais il aurait aussi pu dire, j'ai vaincu le monde, mais je n'ai jamais vaincu la peur qu'il avait de moi. Et peut-être que c'est là le vrai pouvoir de Jules César, nous obliger à réfléchir à ce que nous sommes prêts à faire pour laisser une trace.